Bonjour à vous. La diplomatie marocaine est plus sûre d'elle-même, plus dominatrice. Elle se déploie de plus en plus loin et l'appareil est en ordre serré. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, était la semaine dernière avec ses équipes en Amérique latine où il a visité plusieurs pays. Il en est revenu avec la décision de retrait par le Salvador de sa reconnaissance de la pseudo-raste. Mais au-delà de ce succès indéniable, la dimension de l'ouverture sur l'Amérique latine est plus large, bien plus large, puisqu'elle concerne également la mise en place d'une coopération continentale afro-latino-américaine. Nous allons analyser avec nos invités les perspectives de ce rapprochement entre Rabat et les principales capitales d'Amérique latine. En seconde partie, alors que l'Europe n'en finit pas d'attendre, les Britanniques qui n'en finissent pas de se déchirer sur la question du Brexit, les différents pays se mettent en ordre de marche pour préparer l'après-sortie de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni sera donc seul, ou presque, et ses relations économiques et commerciales devront être négociées avec les pays tiers, en plus du continent. Quelles pourraient donc être les conséquences et les répercussions du Brexit sur l'Afrique en général et sur le Maroc en particulier? Avec nous, pour en débattre aujourd'hui, nous recevons donc Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma. Merci d'être là. Adriss Aissaoui, vous êtes analyste politique. Merci à vous d'être là aussi. Hicham Hafid, vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V et chercheur à l'Institut des études africaines de l'Université Mohamed V. Merci aussi à vous d'être là. Nasser Bourita a donc visité la semaine dernière plusieurs pays, dont le Salvador, le Brésil, le Suriname, le Chili et la République dominicaine. Voici quelques années encore, le Maroc peinait à trouver son chemin sur ce continent. Mais les choses commencent à prendre place et le Maroc commence aussi à trouver la sienne. Messieurs, pour commencer notre émission, je vais vous lire une citation du discours royal prononcé à Riyad en avril 2016. Tout en restant attaché à la préservation de ses relations stratégiques, le Maroc n'en cherche pas moins ces derniers mois à diversifier ses partenariats, tant au niveau géopolitique qu'au plan économique. Alors cette tournée latino-américaine entre-t-elle dans le cadre de ce discours de Riyad? Comment pouvons-nous l'expliquer autrement? On commence par vous. Oui, la question de la diversification a été toujours présente dans la politique étrangère marocaine, et particulièrement en ce qui concerne la politique africaine. La diversification est une voie salutaire pour le Maroc. Ça a été prouvé dans la mesure où nous sommes un marché captif. Ce fut le cas pour la France, ensuite avec l'Union européenne. La recherche de la diversification nous a ouvert des chantiers importants vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de certains pays de l'Est, l'Afrique, les pays arabes. Parce que ce qui est dommageable, c'est que le commerce international que le Maroc a pu développer durant des décennies a été fait dans la logique de verticalité entre l'Europe et le Maroc. Alors qu'il y avait des produits marocains qui étaient exportés sur l'Europe et qui avaient repris la règle d'origine, ils étaient estampillés belges, etc., ou Union européenne, et réexportés vers l'Afrique, ce qui était complètement malsain d'ailleurs. Et le fait de rester en tête-à-tête avec des pays qui eux-mêmes cherchent à améliorer le part de marché nécessite que le Maroc aille voir et développe cette stratégie de diversification qui a pris diverses formes. D'abord des prises de participation. Nous avons de l'investissement marocain qui a été fait dans un certain nombre de pays, en Afrique particulièrement. Nous avons aussi des champions marocains qui sont devenus des multinationales, surtout dans le domaine des technologies de l'information. Donc ça nous a donné un avant-goût de ce que peut être justement une insertion active dans ce qu'on appelle la globalisation ou l'économie monde. Donc tout cela a fait que le Maroc a pu adapter, parce que tout en continuant à faire un travail bilatéral d'approfondissement des relations avec un certain nombre de pays, cela nous a permis d'ouvrir d'autres perspectives qui n'étaient pas nécessairement offertes par le fait de rester prisonnier vis-à-vis d'un seul partenaire. Ce n'était pas possible. Il fallait le chercher. Sur le plan politique, c'est encore mieux, parce qu'on ne pouvait pas rester dépendant d'une relation verticale entre la France et le Maroc, par exemple, ou l'Espagne et le Maroc. Il fallait que, pour défendre ces causes fondamentales, aller chercher justement le bon sens là où il se trouve, que ce soit en Amérique, surtout en Amérique latine, à qui, pour des causes de langue, pour des causes de distance géographique, etc., on avait laissé ce terrain pratiquement en friche pour les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc. Et je pense que cette tournée était venue à point nommé, parce qu'il faut justement mobiliser ce potentiel. Et je me rappelle qu'il y avait un grand débat qui était organisé par un groupe parlementaire marocain au sein du Parlement à Rabat, et avec des experts latino-américains qui sont venus parler de la question
de la question du Sahara, au sein du Parlement marocain, je vous assure que leur pertinence, les arguments qu'ils ont avancés, je pense que c'est les meilleurs ambassadeurs qu'on pouvait avoir pour la cause nationale. Très bien. Naïm Kamal, toujours pour le tour de table sur la citation du roi. Je crois que pour l'essentiel, ça a été dit par Driss. J'ajouterais que la diversification de la diplomatie marocaine, que ce soit au plan économique, ou politique, ou culturel, n'a pas attendu cette tournée de Nasser Bourreta ni le discours de Riyad. Il suffit de savoir que Disons que le discours de Riyad a posé une doctrine, une nouvelle doctrine, d'une manière claire. Disons, il a exprimé, il a retracé cette doctrine qui était déjà à l'œuvre depuis l'avènement du roi Mohamed VI. Le Maroc a longtemps souffert de sa mentalité insulaire. Vous savez que nous vivons dans un vase clos, encerclé par l'Atlantique, alors que c'est un atout. On avait l'Espagne au nord, ce qui n'était pas toujours très amène à l'égard du Maroc. À des dates encore récentes, c'était plutôt un obstacle et un désavantage qu'un atout. Et on avait le conflit du Sahara et le Sahara et le subsaharien qui a forgé chez nous une certaine forme d'enfermement. Alors, la politique d'ouverture, de la diversification diplomatique, qu'il s'agisse économiquement ou politiquement, a commencé dès les années 2000, d'ailleurs, avec le retrait de certain nombre de reconnaissances, 6 ou 7, dès 2000, entre 2000 et 2004, en Amérique latine, qui était un terrain privilégié pour des raisons multiples, le terrain privilégié de la diplomatie algérienne. Et on a assisté quand même à une reconnaissance de la fantomatique RASD contre nature, inexplicable, mais qui ne pouvait s'expliquer que par cet enfermement du Maroc. Et dès que le Maroc s'est ouvert vers cet horizon, on a assisté dès 2000, je crois, au Nicaragua, à la Costa Rica, à l'Équateur, au Pérou, la Colombie, l'Uruguay, tous ces pays qui ont commencé à retirer leur reconnaissance, et c'était déjà probant. Donc, en 2016, cette déclaration du souverain était venue consacrer ce choix politique. D'ailleurs, en même temps, il y avait l'urgence qui était l'Afrique, parce que c'était la proximité, parce que c'était le canal ou la continuité naturelle, et puis il fallait aussi aller explorer un terrain presque inconnu pour nous, un mystère, et qui était travaillé par un double courant. Un courant révolutionnaire propre à l'Amérique latine, sur lequel a beaucoup joué l'Algérie, et par la culture espagnole, sachant que les ressources et les sources d'information des pays latino-américains se trouvaient dans la péninsule ibérique et plus particulièrement en Espagne, où l'adversité, l'esprit de revanche, de rancune à l'égard du Maroc était jusqu'à quelques années très très fort et qui a commencé à évoluer. Donc il y a un parallèle entre cette évolution dans les rapports avec l'Espagne, en direction de l'Afrique, également avec le repli de l'esprit révolutionnaire, entre guillemets révolutionnaire, c'est-à-dire le révolutionnarisme attardé du Venezuela, de Cuba, de Fidel Castro, etc. Donc il y avait là un créneau, il a été pris, et je crois que on l'a vu lors de la dernière visite de Nasser Bourreta, l'annonce de retrait de reconnaissance de la fantomatique RASD. En même temps, on en attend d'autres. Très bien. Hicham Hafid, on termine le tour de table avec vous sur cette nouvelle direction, nouvelle priorité accordée à l'Amérique latine par la diplomatie marocaine. Mais écoutez, je voudrais juste rajouter ce qui vient d'être dit par Saoui et Kamel, c'est que cette diversification ne rentre pas complètement dans le cadre du discours, ça rentre dans la vision qui a été élaborée par le roi Mohamed VI depuis les années 2000, depuis son accession au trône, et que le discours n'est que la concrétisation de cette vision qui concerne la diversification des partenaires, et que cette diversification ne signifie pas
forcément tourner le dos aux partenaires classiques, parce que si on regarde aujourd'hui les échanges commerciaux, c'est 60% avec l'Europe. Donc, diversification de partenaires, c'est bénéficier de plusieurs expériences de développement, bénéficier de plusieurs expériences d'expérience et d'expertise que le Maroc a accumulées depuis les années 2000. Et pourquoi pas partager ces expériences avec les autres pays qui sont sur le même niveau de développement, notamment les pays africains. Revenons à la politique étrangère et la place de l'Amérique latine dans cette dernière. Je vois que la politique étrangère, c'est l'Amérique latine, ou le choix de l'Amérique latine, c'est une priorité dans la politique étrangère du Maroc depuis les années 2000, qui rentre dans le cadre de la diversification des partenaires. Donc, si nous regardons, je ne suis pas historien, mais je pense que les relations entre le Maroc et l'Amérique latine datent depuis des siècles, depuis le 19e siècle. C'est une relation culturelle et cultuelle. Je pense que les Marocains sont les premiers citoyens de l'Orient qui ont à établir des relations culturelles et culturelles avec l'Amérique latine. C'est vrai que la géographie les aide aussi un peu. Les Libanais, certainement. Et les Libanais aussi, les Libanais sont très présents, surtout au Brésil. Voilà, exactement, c'est au Brésil. Sur le plan politique. Il y a les séfarades, les juifs séfarades également. Sur le plan politique, il faut dire que depuis 1991, le Maroc fait partie de plusieurs communautés économiques régionales, notamment, ou des instances interrégionales, notamment la Commission, l'Organisation des États américains en 1991, l'Alliance Pacifique en 2014, et depuis l'autre aussi, le SICA. Le SICA, c'est le système interrégional d'intégration des pays de l'Amérique centrale en 1998. Et l'accord commercial cadre qui a été signé entre le Maroc et le Mercosur, le grand marché commun du Sud, en 2004, lors de la visite royale en Amérique latine. Donc, toutes ces relations sont des relations politiques qui sont très, très importantes. Et de plus également, le Maroc a participé ou prend part à des sommets interrégionaux, notamment le sommet ASPA, le sommet Amérique du Sud, pays arabes, et le sommet également Amérique du Sud, Afrique. Donc, tout sans parler des parlements, des actions parlementaires, la diplomatie parallèle et aussi. Sur le plan économique, nous pouvons savoir que la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2004 a donné une nouvelle impulsion à des relations économiques et commerciales très intéressantes. Maintenant, quelles sont les réalisations de ce dit? Donc, grosso modo, la politique ou l'Amérique latine se trouve dans la politique étrangère du Maroc, mais quelles sont les réalisations sur le plan financier, sur le plan politique et sur le plan commercial? Sur le plan commercial, nous avons, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, les relations commerciales. En 2017, les relations commerciales ont connu une évolution de presque 358%. Donc, elles sont passées de, on va dire, 1,5 milliard de dirhams à plus de 10 milliards de dirhams. Alors que les importations, on a une balance commerciale déficitaire, mais il reste quand même, on connaît une évolution. Je vais vous donner les chiffres, si vous les voulez. Vous avez les chiffres? On a 147 millions de dollars en 1993. On est passé à 2 milliards en 2003, à 2,8 milliards en 2017. C'est en dollars. En dollars, oui. Ce qui fait presque 17 milliards les échanges commerciaux, les importations, les exportations, ça fait presque 17 milliards de avec un déficit pour nous. C'est une balance commerciale déficitaire et que les relations, les échanges commerciaux entre les produits sont peu diversifiés. Ils sont basés en grande partie sur les engrais. Ils exportent une grande partie des engrais. Ils importent une grande partie des produits agroalimentaires. Donc, s'il va falloir travailler sur la nomenclature, la structure productive pour pouvoir diversifier ces produits, investir, attirer plus d'investisseurs, parce que le Brésil aujourd'hui, c'est un pays demandeur. Il veut investir au Maroc dans des secteurs stratégiques, notamment les énergies renouvelables, l'industrie, l'immobilier et autres. Donc c'est pour ça que je dis que la politique, sur le plan politique diplomatique, l'Amérique latine s'inscrit dans la politique étrangère, mais sur le plan économique, il va falloir beaucoup de choses à faire. On a un cadre de partenariat, on va dire sous forme de, comme ça vient d'être dit par ces Hafid, mais le problème, c'est qu'on a de belles idées, on a de belles réalisations quand on inaugure la relation. Mais le service après-vente n'est pas là. C'est-à-dire, ce chiffre des échanges, il est ridicule. Et on ne peut pas parler de relations avec l'Amérique latine avec ces chiffres.
c'est peanuts, c'est rien du tout. Ça veut dire que nous, on n'a pas encore eu la masse critique des investissements qui vont vers l'Amérique latine. Maintenant, ça dépend des investisseurs marocains, des opportunités qui existent. Mais aujourd'hui, au Maroc, il y a de grandes opportunités. Il y a de très grands opérateurs dans un certain nombre de pays. Alors, est-ce qu'il y a des opérateurs, quels sont, si vous les connaissez, les opérateurs marocains qui exercent en Amérique latine? Très peu. Il y a l'OCP déjà. L'OCP, de par même la nature de son produit, comme on est on a les plus grandes réserves du monde, on commence à les transformer. C'est normal que l'OCP soit opérateur au niveau de l'Amérique latine et au niveau de l'Afrique. Moi, je parle de relations beaucoup plus évoluées, beaucoup plus intenses, parce que quand on pose le problème des relations politiques avec ces pays-là, d'abord, si vous avez le frein de la langue, voilà, l'économique vient sous-tendre justement ces relations. Et quand on va plaider une cause, plaider quelque chose qui se passe au niveau des Nations Unies, on le fait une fois avec des représentations diplomatiques qui sont squelettiques, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans les pays d'Amérique latine, les ambassades ne sont pas très, très fournies par du personnel et on ne ressent pas justement ce flux. Tout à l'heure, on a parlé des échanges culturels. Il y a très peu de pays qui organisent, par exemple, des événements, de l'événementiel culturel ici ou là. Donc je pense qu'avec cette visite, j'espère que ça va se faire, avec la visite du ministre des Affaires étrangères, avec tout ce qu'il a fait comme travail, que cela puisse être accumulé de manière positive à travers un plan d'action. Donc ce que vous préconisez finalement, c'est un renforcement des missions diplomatiques et consulaires. Le problème, c'est que ça se fait. Ça se fait. Le ministre de l'Agriculture, je pense que Akhnouch a dû faire une grande visite en Amérique latine, mais ça reste épisodique. C'est-à-dire, et Dieu sait que ce genre de relation a besoin de relations à flux tendu, avec des institutions continues, régulières et denses. Et surtout denses et allées, parce que quand on tourne le dos à une région, elle vous tourne le dos. C'est très simple. Naïm, comment vous voulez apporter une précision après Hicham Hafid aussi? Pas une précision, juste un complément pour dire que, bon, il faut comprendre qu'on a pendant longtemps été absent de cette région et qu'on est en partenariat avec des pays pratiquement à économie égale. C'est-à-dire on est plus concurrent que complémentaire. Si l'Algérie a réussi à pénétrer l'Amérique latine, c'est parce qu'elle s'appuie sur ses exportations pétrolières et gazières et était un grand importateur des produits agricoles et alimentaires. Parce que c'est ce qui a fait, qui lui a permis d'avoir... L'essentiel venait de la France et des États-Unis sur les marchés internes. Mais elle puisait dans le... En même temps, aujourd'hui, donc, nous avons... Vous savez, on ne peut pas changer les données des relations internationales en une année ou en 2 années ou en une décennie. C'est comme l'agriculture. C'est comme l'agriculture, il faut semer, il faut irriguer, il faut attendre le soleil et puis il faut attendre que ça mûrisse pour récolter. Et en général, ça marche. Je crois qu'il y a l'Institut royal des études stratégiques qui a lancé une étude, je ne sais pas où elle en est, sur justement l'évaluation des relations du Maroc avec l'Amérique latine pour justement essayer de cerner les objectifs et les réalisations à atteindre en direction de ces pays, chaque pays avec ses propres spécificités. Puis il ne faut jamais oublier, l'Amérique latine, c'est un vaste continent. C'est des États-continents. Quand vous prenez l'Argentine ou vous prenez le Brésil, c'est des États-continents. Ce n'est pas une chose facile. Je sais que l'Académie du Royaume du Maroc, l'année dernière, il a inauguré un cycle de conférences avec l'Amérique latine, ce qui fait qu'il y a une diplomatie. Sur le plan politique, avant de passer au volet économique, sur le plan politique, cette ouverture, cette offensive, il faut appeler les choses par leur nom. Qu'est-ce que le Maroc peut en attendre, Naïm? On n'est pas vraiment dans une véritable offensive. Offensive en termes diplomatiques n'est pas agressif. Offensive, c'est une action engagée, soutenue. C'est le travail naturel. D'abord, c'est 3 pays. Voilà, cette tournée a concerné, à ma connaissance, 3 pays. Non, 5 pays. Le Salvador, Suriname, République dominicaine, Brésil et Chili. Et Chili, oui.
Bon, mais 5 pays sur une soixantaine, c'est peu. Maintenant, évidemment, on ne demande pas à un ministre des Affaires étrangères d'aller habiter l'Amérique du Sud. Il y a les ambassades qu'il faudrait renforcer, mais il faudrait la récurrence de ces visites et que ces visites ne soient pas exclusivement celles du chef de la diplomatie du chef ou du ministre des Affaires étrangères, mais qu'elle entraîne dans son sillage, comme on le voit, les entrepreneurs marocains, la CGM, tous les ans, il faudrait qu'on puisse organiser on va dire, des raids sur ces pays et organiser un véritable échange, ne serait-ce que d'abord pour qu'on puisse comprendre ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils peuvent nous apporter exactement. Qu'on fasse un listing, voilà avec le Chili ce qu'on peut faire, voilà avec le Brésil ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut leur vendre, voilà ce qu'on peut leur acheter. Est-ce que ce travail a été fait? Les industries culturelles, c'est un domaine énorme au niveau de l'Amérique latine. On importe les films. Comment on les appelle déjà Les soap operas. Non, les telenovelas. Les telenovelas. Oui, bon, il n'y a pas que ça, il y a mieux. Alors, Hicham Hafid, justement, il y a mieux, c'est pour ça il y que a beaucoup mieux. Justement, alors il y a une dimension aussi qui est intéressante, on parlait en antenne, Hicham Hafid, on parle d'une possible triangulation Maroc, Afrique, Amérique latine. Comment ça se passe et comment ça se fait? Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, qu'est-ce que peut attendre le Maroc finalement au niveau de son ancrage africain, au niveau de sa présence qui est en train d'augmenter, parce que là on a parlé de relations qui remontent au 19e siècle, mais il y a aussi la visite du roi Mohamed VI en 2004, puis il y a aussi la visite du roi Mohamed VI à Cuba. Il y a des choses qui sont faites au niveau du chef de l'État. Et puis qu'est-ce qu'on peut attendre de cette possible triangulation? Est-ce qu'elle existe ou alors c'est une construction académique? Peut-être dans l'avenir ça pourrait exister, mais c'est très difficile d'analyser les bénéfices ou les retombées directes et indirectes de cette triangulation. Juste pour synthétiser, pour quantifier les bénéfices et les retombées, on doit travailler. Donc, il est opportun de travailler sur la matrice. La matrice, soit, je vais la résumer en deux supports. Donc, le premier volet, c'est les opportunités et les besoins de chaque bloc. Donc, quelles sont les opportunités de l'Afrique subsaharienne, les opportunités du Maroc, les opportunités de l'Amérique latine, et quels sont leurs besoins pour pouvoir cerner les retombées, les potentialités d'une triangulation ou d'un partenariat stratégique dans l'avenir. Commençons par l'Amérique latine. L'Amérique latine est aujourd'hui considérée comme étant un grand producteur de produits alimentaires pour l'agriculture et l'élevage au monde. Prenons l'exemple du Brésil, c'est le 3e producteur de maïs et le 2e producteur de soja. Donc le Mercosur exporte vers le marché commun du Sud, exporte vers l'Afrique presque de 63% de sucre et plus de 40% de viande et d'abat. Donc c'est un leader à l'échelle mondiale. Ça se fait de pays à pays, pas au niveau des entités, des groupements régionaux. Le Mercosur, c'est un regroupement régional, donc il exporte vers le continent africain, toute l'Afrique. C'est des agglomérations de statistiques. Donc, si on regarde aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est un leader en matière de produits agroalimentaires. Il a une grande expérience au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. L'Afrique aujourd'hui, vous connaissez tous, elle connaît une croissance démographique exponentielle. Donc, ce qui dit croissance démographique dit insécurité alimentaire, des chômages, beaucoup de choses, des migrations, instabilité, ainsi de suite. Donc, ils pourront constituer des échanges, un partenariat stratégique surtout en matière de tout ce qui est agroalimentaire. Le Maroc, quelles sont les opportunités? Le Maroc, parmi les opportunités, c'est les engrais. Donc, il dispose du 2e producteur mondial. Il dispose plus de 75% des réserves mondiales. Donc, il pourra contribuer à l'amélioration de l'agriculture dans l'Amérique latine et l'exportation. Donc, voilà au niveau de l'Amérique latine, quels sont les besoins de l'Amérique latine? Vous savez, le Maroc, de par son positionnement géostratégique, l'Amérique latine de l'autre rive de l'Atlantique, donc il a besoin d'une plateforme stratégique pour renforcer sa compétitivité, par exemple, une ouverture vers l'Europe, une ouverture vers les pays du Golfe. Donc, a besoin, les Latino-Américains, ils veulent investir au Maroc pour pouvoir
avoir une porte d'entrée vers l'Afrique. Effectivement, porte d'entrée. Et surtout, ils ont un problème de compétitivité par rapport aux autres puissances, notamment la Chine, et l'Inde, et le Brésil, et la Russie. Donc voilà tout cela. Les ports, l'infrastructure au Maroc constitue un atout extrêmement important pour le Maroc, pour pouvoir attirer plus d'investisseurs. Les pays du Golfe sont demandeurs des produits de luxe, alors que l'Amérique latine, il a un atout important en matière de fabrication des produits manufacturiers, des produits de luxe. Finalement, on peut faire la matrice, avoir les opportunités, les besoins, ça pourra donner une triangulation parfaite pour l'avenir dans un cadre de partenariat économique stratégique. Très bien, on continue ce débat dans quelques instants. Merci. Retour sur le plateau du débrief. On poursuit, on termine, on achève notre discussion sur l'offensive diplomatique marocaine en Amérique latine avant de passer à Bruxelles et à Londres où le Brexit n'en finit pas de s'allonger et où le Royaume-Uni n'en finit pas aussi de sombrer dans sa crise et dans ses difficultés politiques. Naïm Kamal, alors pour ceux qui nous rejoignent, excusez-nous, on en parle avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, Driss Aissaoui, analyste politique, et Hicham Hafid, enseignant économique, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Naïm Kamal, vous avez une dernière petite précision à faire sur cette présence marocaine en Amérique latine? Non, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on continue à aborder les rapports avec l'Amérique latine ou avec l'Asie ou avec l'Afrique à travers l'unique paradigme de l'affaire du Sahara. C'est-à-dire le prisme, oui, si vous voulez, mais un prisme déformateur. J'aime bien votre précision, l'unique. Parce qu'il fait partie des différentes préoccupations du Maroc, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, si on arrive à renforcer le courant d'échange économique, politique, culturel, le reste va de soi. Oui. C'est-à-dire quand vous consolidez, ce sont des choses qui relèvent du BABA. Or, malheureusement, on le voit. C'est très bien ce qu'a fait Nasser Bourita dans sa dernière tournée. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on nous claironne? Le retrait. C'est très bien. Maintenant, il faut vraiment aborder les choses dans un autre esprit. Tant qu'on n'a pas modifié cette structure mentale, j'allais dire, ça restera toujours des opportunités, des occasions qui peuvent revenir parce que vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un changement de régime dans un pays ou dans un autre et d'un changement de position. Ce sont des choses qu'on a vues déjà. Donc, il faut consolider les soubassements en profondeur différemment de la manière, ou disons en améliorant la manière dont on le fait aujourd'hui. Ça a été dit en première partie, justement. Je reprends cette phrase qui a été dite par vous trois, ou cette idée qui est que l'économique détermine le politique et qu'il faut faire du business. Une fois qu'on fait du business, on parle de tout. Depuis l'aube du temps, il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Et depuis Marx aussi, qui avait dit ça aussi. Il avait théorisé, mais Marx est postérieur à l'aube des temps, effectivement. Donc on va rester sur l'économie parce qu'elle détermine tout et on passe au second thème qui est celui du Brexit et de son impact en Afrique et au Maroc. Alors fin octobre prochain, 31 octobre prochain, le Royaume-Uni devra avoir quitté l'Union européenne. Malgré tous les efforts de Theresa May pour obtenir un accord, rien n'y a fait. La Première ministre a jeté l'éponge et une voie royale vers le 10 Downing Street semble être tracée pour le hard Brexiter qu'est Boris Johnson. Ça reste à confirmer. On attendra la confirmation. Ça sera dans à peu près un mois. Il est évident donc qu'une sortie sans accord de Londres aura des répercussions sur le Maroc et plus généralement sur le continent. Hicham Hafid, comment se passent aujourd'hui les relations économiques et commerciales de la Grande-Bretagne d'une manière générale avec l'Afrique et puis d'une manière plus précise, plus particulière avec le Maroc? Écoutez, les relations sont en attente parce que le Royaume-Uni quitte définitivement l'Union européenne. Donc si nous regardons aujourd'hui, les experts sont en contradiction. Il y a certains experts qui disent que cette sortie va impacter ou affecter les principaux partenaires du Royaume-Uni en Afrique, et d'autres qui disent que cette sortie va être une opportunité pour certains pays africains, notamment les anciennes colonies du Royaume-Uni. Et là, je parle du Nigeria, je parle de l'Afrique du Sud. Commonwealth en Afrique. Et je parle également de l'Afrique du Sud. 3 pays qui sont étroitement liés ou dépendants de l'économie du Royaume-Uni.
parce qu'ils ont signé des accords commerciaux qui ont été signés ou négociés par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et comme vous savez, après la sortie, donc ça va être très difficile Il y aurait un gros réaménagement à faire. effectivement, de renégociation de ces accords. En fait, excusez-moi, si les pays qui seront gagnants sont ceux qui traitent directement avec le Royaume-Uni, déjà, et ceux qui seront perdants, si j'ai bien compris, c'est les pays qui avaient accès au marché britannique à travers l'Union européenne. Donc là, on dit que le Maroc pourrait perdre une centaine de millions de dollars. Effectivement. Pas nécessairement. Il poursuit, après vous commentez. Donc, il y a 4 volets sur lesquels, moi je dis l'analyse de certains experts, 4 volets sur lesquels vont être impactés les pays africains, surtout les principaux partenaires. Sur le volet commerce, parce qu'on voit aujourd'hui que presque, surtout le Kenya, 14% du PIB du Kenya vient du Royaume-Uni. Donc, il exporte vers ce pays les roses. Donc, l'Afrique du Sud, il exporte le pétrole, les minerais, ainsi de suite. Le Nigeria également, c'est le deuxième partenaire, fournisseur et client du Royaume-Uni. Sur le volet d'investissement, aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique du Sud, les principales entreprises sud-africaines ont des relations étroites ou sont cotées à la bourse de Johannesburg et à la bourse de Londres. Donc, il y a une dépendance du système financier sud-africain et du Royaume-Uni. Autre chose aussi également, sur l'aide publique au développement. Vous savez que le Royaume-Uni participe de presque 14% de l'aide publique au développement au Fonds européen de développement. Donc, c'est le 3e contributeur. Donc, après la sortie, est-ce que ces pays vont bénéficier des mêmes aides ou non? Donc c'est un débat. D'autres ils disent que ça va être une opportunité, comme le Mozambique qui reçoit des sanctions de la part de l'Union européenne et que le Royaume-Uni pousse, soutient, exactement, soutient, on pousse que les sanctions soient sévères. Donc peut-être va avoir on va voir les choses différemment à ce moment-là. Effectivement, donc il y a un débat. Mais tant que les choses ne sont pas closes définitivement, on ne pourra pas dire que ça va être une opportunité ou une menace pour certains pays. Pour le Maroc, donc certains analystes également disent que ça va être une opportunité, surtout au niveau des investissements. Donc dans un cadre bilatéral, donc surtout après la visite des hommes d'affaires dernièrement, donc ils vont pouvoir donc déterminer les potentialités, les opportunités d'investissement, notamment dans l'industrie, dans l'automobile, et également dans l'immobilier, dans le tourisme. Je pense que c'est très compliqué à analyser, mais il faut analyser avec réticence. Il faut surtout attendre que ça se fasse parce que depuis 3 ans maintenant que le référendum avait eu lieu au Royaume-Uni, bon, les choses se sont plus ou moins bien passées. C'est fait depuis 6 mois, 7 mois. C'est véritablement des montagnes russes. Enfin, ça va dans tous les sens. On ne sait pas au juste. Et donc, il y a pas mal de spéculations. Dalice Issaoui, vous aviez un commentaire ou une précision à apporter sur ça? En fait, sur l'impact direct, il n'y aura pas d'impact catastrophique sur l'économie marocaine. Parce que, somme toute, c'est même, je pense que Naïm Kamel tout à l'heure m'apprenait que ça serait dans l'ordre de 100 millions, 97 millions, etc. de dollars. Centaines de millions de dollars. Ce qui est, somme toute, assez réduit. Le plus important, c'est que le Maroc a continué d'avoir des relations bilatérales. À côté, d'ailleurs, c'est ça, il y a le multilatéralisme au niveau de l'Union européenne. Et sur le plan bilatéral, on a eu des relations assez suivies, assez soutenues, que ce soit sur le plan économique. La bourse de Casablanca, Casa Finance City, travaille beaucoup avec la place de Londres. Il y a des échanges d'experts. Parce que de toutes les manières, eux-mêmes sont intéressés par l'approche de Casa Finance City sur le marché africain, en ce qui concerne justement ce hub qui devrait se construire pour les marchés de capitaux. Et ça, c'est très intéressant. Quand on parle marché de capitaux, on est en train de parler de structures qui vont pouvoir justement investir de manière très intelligente. Et tous les pays aujourd'hui cherchent la meilleure formule pour accéder au marché africain. Les Israéliens, les Russes, les Chinois sont déjà présents. Tout le monde cherche. C'est-à-dire, le Maroc, il est dans une situation stratégique. Voilà, justement. Alors là, le Maroc, il est là. Il a un port international extrêmement intéressant qui réduit les distances, à savoir le port Tangemed. C'est intéressant pour les pays, que ce soit les Anglais. Il est plus simple d'aller de Tangemed disons, en Afrique du Sud, au Cap,
que de le faire par leurs propres moyens, passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'infrastructures relationnelles qui vont pouvoir donner au Maroc, disons, le Brexit dur va pouvoir profiter quelque part au Maroc dans la mesure où on va approfondir ce bilatéralisme qui a été travaillé depuis des années. Nous avons également des relations assez intéressantes sur le soutien à la démocratie, parce qu'il y a beaucoup de programmes anglais pour le soutien, par exemple, disons, quand on a eu la loi sur la famille. Ils ont beaucoup travaillé, ils étaient très présents. Ils sont dans l'accompagnement de tout ce qui est élection, renforcement des capacités. Nous n'oublions pas, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fermé, c'est-à-dire que le fait d'être avec l'Union européenne est une chose. Le fait qu'eux quittent, le gros de la casse se passera entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne parce que c'est deux espaces douaniers complètement différents. À ce moment-là, ils seront gérés dans cet esprit-là. Le Maroc, il verra, c'est comme pour la crise de 2008, c'est comme pour peut-être à terme, si jamais les choses s'approfondissent et que les conséquences sont dramatiques pour la Grande-Bretagne, peut-être que ça nous touchera à terme, mais ça dans 5 ans ou plus. Un commentaire, Naïm, ou un ajout, une précision? Les trois. Les deux à la fois. Non, c'est-à-dire qu'on a eu ces 2 dernières années une visite d'un important groupe d'hommes d'affaires qui sont venus au Maroc pour prospecter le terrain. Richam. Voilà, et qui est en train de baliser le terrain, et on est en train de parler d'éventuels accords de libre-échange avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire de substituer aux accords à travers l'Union européenne des accords directs, bilatéraux de libre-échange, en essayant de ne pas refaire les mêmes bêtises qu'on a faites avec les précédents accords de libre-échange. Comme avec la Turquie, comme les accords d'Agadir, etc. Et essayer de tirer un maximum de profit. Je crois que vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, c'est qu'il y en a pour 30. Les Britanniques ont mis à la disposition de leurs entrepreneurs et de leurs promoteurs un budget de 35 milliards de dirhams, 3 milliards de livres sterling, je crois, pour prospecter le marché, pour soutenir des investissements. Il y a 3 domaines essentiels. Nous avons le textile, nous avons le tourisme et il y a l'industrie automobile où on peut vraiment faire des choses avec les Britanniques, et en essayant aussi de renforcer l'incontournable OCP, d'amener l'OCP à une action plus ample sur le marché britannique. Il s'impose de lui-même, il s'impose. Non, j'ai dit, il est incontournable. Il est incontournable, de toute manière, au niveau mondial. Alors, Hicham Hafid, quand on voit, est-ce qu'on peut mettre un lien entre ce que vient de dire Naïm Kamal sur cette enveloppe de 3 milliards d'euros qui a été débloquée par Londres pour soutenir les entreprises ici, et le fait qu'il peut y avoir un Brexit dur qui mette un peu quelque part les Britanniques dans une position, on ne va pas dire de faiblesse, mais dans une position qui n'est pas aussi forte qui pourrait être la leur. Est-ce que ces éléments peuvent conduire à un accord de libre-échange qui est en discussion, qui soit véritablement en faveur du Maroc? Bien sûr. Donc, au moins pas à son désavantage. Non, c'est un accord de libre-échange entre le Maroc dans un cadre bilatéral. Ça pourrait être une très bonne chose, aussi bien pour les Britanniques que pour les Marocains, en termes d'opportunités d'investissement, en termes même le Maroc dispose d'une structure productive peu diversifiée, avec une faible valeur ajoutée. Donc il va falloir revoir, diversifier cette structure productive, renforcer ses capacités de production. L'offre exportable est très insuffisante. Donc je pense qu'au niveau des échanges commerciaux, il ne va pas créer d'autres choses. Mais au niveau des investissements, je pense qu'il va être une très bonne opportunité pour les Marocains d'investir, d'attirer les Britanniques dans des secteurs stratégiques comme il vient de le dire, c'est Kamel, dans l'automobile, dans l'industrie, l'immobilier, dans technologie de l'information. Effectivement. Et bénéficier de l'expérience, c'est le plus important, bénéficier de l'expérience britannique. Donc le transfert technologique qui pourra être un atout important pour le Maroc dans ses relations avec les autres pays africains. Ça va être très intéressant. Au niveau des investissements, au niveau du commerce, je ne pense pas que ça va être créé une valeur ajoutée. Grand-chose. Oui, il faut comprendre une chose sur le principe du libre-échange. Quand on signe un accord,
Ça veut dire que ce sont deux parties, d'égal à égal, qui se mettent autour d'une table, même si c'est les États-Unis d'un côté, le Maroc de l'autre. Je te donne un, tu me donnes un. Sachant que les Britanniques sont de redoutables négociateurs. Voilà, alors non, même pas ça. C'est-à-dire il n'y a pas de marché de dupes sur l'accord de libre-échange, sauf quand il y a des clauses de réserve. Mais quand il n'y a pas de clause de réserve, en principe, et c'est ce que Hicham vient d'expliquer, si tu as une économie à structure faible, tu as une offre exportable complètement ridicule, qui n'est pas diversifiée, où tu ne peux pas offrir à l'économie britannique ce qu'il faut, c'est ce qui nous est arrivé avec les Turcs. Ils sont en train de nous envahir avec tout ce qui est bonneterie, tout ce qui est industrie de consommation. Poussant le gouvernement à réagir d'ailleurs à faire jouer des clauses de protection. Non, mais de toutes les manières, les clauses de protection, si on les met, ça veut dire que nous, on a été dupes et on a accepté. Donc en principe, la règle du libre-échange, c'est qu'on se met tous les deux à la discrétion des règles du commerce international et que ton économie peut échanger avec mon économie, avec les capacités qui sont les leurs. Alors si on est faible, on sera faible. Alors il y a un secteur qui est important, qui est celui du tourisme. Il y a quand même à peu près 700 000 touristes qui viennent du Royaume-Uni chez nous. Ce n'est pas grand-chose par rapport aux autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui ont été faites, qui pourraient être faites pour attirer encore plus les Britanniques chez nous? Si vous voulez, il faut d'abord parler du produit touristique, qui est très mauvais chez nous, de mauvaise qualité. Je vous voyais venir, allez-y. Non, mais ça, c'est clair. Non, il faut dire les vérités. Nous avons un taux de retour qui est très faible. Nous avons un taux d'encadrement dans les entreprises touristiques qui est aussi très médiocre. Et on n'arrive pas à monter la mayonnaise comme il faut pour pouvoir avoir un produit professionnel qui sera demandé par les Britanniques, par les Latino-Américains, par les Français, par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas toutes les scories qui ont tué ce produit-là. Maintenant, les Anglais voudraient bien venir. Ils sont intéressés par le produit maroc parce qu'il y a du patrimoine, il y a de la culture, etc. Il y a même le produit touristique. Sur l'exotisme. Voilà, donc ils ne sont pas portés sur ça. En substance, il faut un produit, il faut les attirer de manière à ce qu'ils reviennent. Mais le produit, quand on va dans des restaurants où il n'y a pas d'hygiène, quand on va dans on a toujours les arnaques au niveau des petites échoppes, etc. Alors qu'il y avait un gros effort qui était fait pendant un moment. Vous vous rappelez de toutes les campagnes qui étaient faites, sauf celle disons une publicité qui n'était pas très réussie. Non, mais alors revenons sur ça. Les Anglais peuvent venir. Les Anglais voyagent, ils mettent de l'argent. C'est pas comme ils cherchent le soleil parce que le pays il n'y en a pas beaucoup chez eux. Voilà. Ils sont pas comme les Asiatiques ou les Russes qui viennent dans des halls inclusives et consommer et partir. C'est des gens qui consomment le produit touristique de manière individuelle, de manière intelligente et plus longue. Donc ces 700 000, c'est véritablement des téméraires qui continuent de venir. Oui, on va retenir ça. Il y a aussi un autre créneau, Naïm Kamel, qui pourrait être important. Quand on voit ce qui est en train de se passer maintenant au niveau européen, avec ce Brexit qui s'annonce de plus en plus dur, face à un agacement de l'Europe, etc., est-ce qu'on peut attendre quelque part une sorte de politique hardie, pour ne pas dire agressive, des Britanniques sur un certain nombre de données, dont celui de la culture? Vous savez qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas d'enseignement public, comme on l'entend au Maroc ou en France. Il y a des privés. Est-ce qu'on pourrait attendre quelque part une arrivée d'écoles britanniques, enfin des échanges culturels qui soient plus importants, et avec des étudiants marocains qui iraient plus vers... Il veut dire s'ils veulent venir massivement. Massivement, d'accord. Massivement. C'est-à-dire... comme la mission française, par exemple. Un peu plus, peut-être. Parce que oui, c'est possible. Est-ce qu'ils en ont envie? Vous savez, la mentalité britannique n'est pas la mentalité française. La mentalité française a toujours voulu passer par le culturel, par l'éducation, par l'enseignement, disons parce que dans leur conception non dite, le formatage des esprits, pour ne pas dire leur colonisation. Les Britanniques sont très, très pragmatiques. C'est d'abord le commerce, c'est d'abord les affaires. D'ailleurs, on le voit dans le rapport avec les anciennes colonies britanniques. C'est un rapport complètement différent à celui que les pays anciennement colonisés par la France ont avec la France. Ça serait bien parce que
On sait qu'au Maroc, l'urgence aujourd'hui est d'installer l'usage de l'anglais. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que les Français le veuillent ou pas, que d'autres le veuillent ou pas, l'anglais reste aujourd'hui la langue de la recherche, la langue de la science, la langue de l'innovation, la langue des échanges, la langue du tourisme, enfin, la langue des échanges, et sa présence dans la formation des jeunes Marocains est très réduite. Ça serait une bonne chose. Si on peut, ne serait-ce que les entraîner sur ce terrain, ça serait une excellente chose. Parce qu'il y a une école britannique qui a ouvert ses portes à Casablanca. C'est pas suffisant. Et justement, alors bon, nous on ne dit pas ce qu'ils vont faire. Elle est élitiste. Bon, vous savez, les écoles étrangères, d'une manière générale, sont plus élitistes d'un point de vue financier. Mais il se trouve que les Anglais sont quand même un peu plus... Nous avons des écoles élitistes qui ne donnent pas un enseignement d'élite. Oui. Alors, autant avoir des écoles élitistes qui donnent une formation d'élite réelle. Ça serait bien. On ne va pas revenir sur l'enseignement. Chez nous, on a déjà assez parlé, mais c'est vrai que je vous vois venir et vous n'avez pas tort. Non, je ne vais pas y aller. C'est vrai que les Anglais, les Britanniques sont très entreprenants à l'égard des pays qui ne sont pas anglophones. Les pays qui sont hispanophones, lusophones, francophones, et il y en a beaucoup, ils sont quand même assez entreprenants. Alors, Hicham Hafid, on revient à cette question que je vous avais posée au cours du premier thème sur ce que pourrait faire éventuellement le Maroc de par sa position nouvelle au niveau de l'Union africaine, mais sa position importante au niveau de l'Union africaine. Est-ce que, au-delà des relations qu'il y a entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth en Afrique, est-ce que le Maroc peut aussi servir à ça dans ses négociations avec le Royaume-Uni au niveau africain? Des mises en relation, le fait qu'il y ait des infrastructures. Ils sont déjà sur le terrain. Ils sont sur le même terrain que nous. Maintenant, peut-être que Hicham pourra développer. Il y a des opportunités que le Maroc, sur lesquelles il peut avoir un positionnement intéressant. On a développé un savoir-faire sur l'assurance, sur la téléphonie mobile en Afrique, parce que c'est très particulier. L'investissement, le financement. Le financement, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie expertise métier qui peut être utilisée dans le cadre de joint ventures entre le Maroc et la Grande-Bretagne pour aller conquérir plus un certain nombre de marchés qui sont. Mais là, le vecteur qui va porter tout ça, c'est l'enseignement, la formation, l'éducation, l'usage de l'anglais. Aujourd'hui, les meilleurs cadres qui sont prisés par la France elle-même, ce sont ceux qui maîtrisent l'anglais parce qu'ils ont eu une bonne formation dans les écoles publiques marocaines. Juste au début de l'émission, nous avons parlé de la diversification des partenaires. Donc il faut se rappeler que cette diversification permet au Maroc d'acquérir une certaine expérience, des expertises très importantes. Donc le fait d'avoir des relations avec l'Union, avec les pays de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, avec l'Amérique latine, lui permet, c'est une opportunité. En même temps, bon, certains considèrent que c'est une menace, c'est une opportunité, mais moi j'ai toujours dit que c'est une opportunité d'acquérir, d'avoir une expérience en matière des modèles de développement, transformation industrielle, en matière de l'industrie agroalimentaire et en matière également des énergies renouvelables, un tas d'expertise et d'expérience. Donc, tout ce mode opératoire ou ce cumul d'expérience pourra servir, on pourra mettre le Maroc en relation avec les autres pays du continent africain dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la transformation industrielle, l'industrie agroalimentaire, les infrastructures. Tout cela ne pourra être que bénéfique aussi bien pour le Maroc que pour les autres pays africains. Pour la question le Royaume-Uni, vous savez que le Maroc a des relations très étroites avec les pays africains francophones, comme vient de dire Kamel. Donc une présence forte en Afrique francophone. Donc une présence qui s'améliore de plus en plus en Afrique anglophone depuis les années 2016, en Éthiopie, en Kenya, au Rwanda et ainsi de suite. Donc peut-être ça va être une opportunité de mise en relation l'Afrique anglophone avec l'Afrique francophone dans le domaine du financement, dans le domaine de l'efficacité énergétique et autres. Donc ce qui compte dans ces relations, c'est l'expérience et l'expertise. Est-ce qu'on peut attendre quelque part, répondra qui veut, est-ce qu'on peut attendre quelque part une compétition France-Royaume-Uni en Afrique après le Brexit? Il existe déjà. Avec l'Union européenne, c'était quand même masqué, c'était contrôlé. Oui, non, mais chacun, bon, j'aime pas le terme, mais je vais l'utiliser. Chacun garde sa chasse gardée. La France
a ses relations historiques, ses canaux historiques, et on la Il y a voit, l'Afrique on la voit par ses ex-française et puis il y a on le la voit, Commonwealth. on le voit à travers ses interventions militaires. Et la Grande-Bretagne, elle a également une grande présence en Afrique et essentiellement les pays les plus importants d'Afrique. On compte dans l'escarcelle britannique l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria. On peut multiplier les exemples, mais je crois que c'est Hafez. Alors, le mot de la fin pour Hicham Hafid. Juste pour dire simplement un petit mot, c'est que les pays anglophones sont plus dynamiques que les pays francophones. Donc il n'y a pas lieu de concurrence, que ce soit entre la France ou la Grande-Bretagne. Déjà, il y a une exacerbation de la concurrence entre les nouvelles et les anciennes puissances. Mais toujours, les pays anglophones sont très dynamiques sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan commercial, financier. Donc je pense que nous, dans nos modèles de quantification, on prend l'origine coloniale comme étant un paramètre important dans la quantification des modèles de développement. Il suffit de voir la mutation qu'a connue le Rwanda depuis qu'il s'est converti à l'anglais. À l'anglais, oui. Pour en avoir la preuve. C'est un choix politique. C'est un choix politique et on en voit les effets. Le Rwanda aujourd'hui tient la dragée haute à tout le monde. Très bien, donc on va attendre de voir comment va se passer ce Brexit, dans quelles conditions on va se passer et quand est-ce qu'il va se passer. On va aussi attendre de voir qui sera le successeur de Theresa May et d'ici là, on pourra en reparler. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.